Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 2 mai 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc nous débutons la semaine en baisse sur les marchés, pénalisés déjà par la chute assez impressionnante de Wall Street en fin de semaine hier. On fera le point aussi dans la partie macro concernant les performances. Et on attaque toujours une semaine aussi assez chargée, que ce soit en données micro ou macro. On est toujours dans les publications de résultats d'entreprise. On a aussi pas mal de réunions de banques centrales cette semaine, que ce soit la Banque d'Angleterre, mais surtout la réunion de la Fed qui se tiendra mardi et mercredi. Enfin, on a pas mal d'indicateurs macro, notamment les chiffres, le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié vendredi à 14h30. Et ce matin, préoccupation toujours autour de la croissance chinoise qui inquiète quand même les opérateurs. Bon, la semaine dernière, on a quand même fini en très nette baisse après la publication de résultats jugés quand même médiocres par les investisseurs qui redoutent de surcroît les effets d'une inflation préoccupante qui pourrait justement inciter la Fed à durcir encore sa politique monétaire. Donc là, vraiment, les opérateurs seront suspendus aux lèvres de Jérôme Powell mercredi lors de son discours. On avait des indicateurs macro très importants à surveiller en fin de semaine, dont l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qui a quand même augmenté de 0,9% en mars, la plus forte hausse depuis 2005, après avoir augmenté de 0,5% en février. Et au cours des 12 mois écoulés jusqu'en mars, l'indice des prix PCE a quand même augmenté de 6,6% et il s'agit de la plus forte hausse annuelle depuis 1982. Et elle fait suite quand même à une augmentation de 6,3% en glissement annuel en février. Donc forcément, avec de telles statistiques, les marchés redoutent forcément que la Fed adopte une politique monétaire assez stricte et agressive. Maintenant, on verra bien ce que va dire Jérôme Powell. Peut-être qu'il va au contraire essayer de rassurer les marchés pour éviter une poursuite de la baisse. Ensuite, concernant les valeurs, on attendait en fin de semaine les résultats des big tech, dont Apple et Amazon. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Amazon a plongé de 15%. Après avoir fait état d'une perte et de prévisions jugées préoccupantes, et Apple a perdu presque 4% mercredi, là encore, pour avoir fait part de ses doutes sur ses perspectives. Donc forcément, euh, des inquiétudes qui s'accumulent sur les marchés, et à mon avis, des résultats qui seront vraiment scrutés de près pour le prochain trimestre. Si là, autant le premier trimestre, on n'avait pas encore les effets j'ai envie de dire, de la guerre en Ukraine, autant là sur le deuxième trimestre, surtout si ce conflit est amené à durer, ça risque véritablement de peser sur les perspectives de croissance. Globalement, les résultats sont jugés plutôt bons, comme je vous le disais, hein. Globalement, on a publié au-dessus des attentes, mais c'est les inquiétudes et les craintes pour les perspectives à venir, donc pour les prochains mois. Donc à mon avis, le prochain trimestre risque d'être un peu plus compliqué pour l'ensemble des entreprises. Maintenant, ce matin en Europe, forcément, on est en baisse après la clôture quand même assez douloureuse de Wall Street vendredi et surtout des indicateurs chinois préoccupants qui incitent les marchés à la prudence à 2 jours des décisions très attendues de la Fed. Donc là, à mon avis, pareil, la prise de risque cette semaine jusqu'à mercredi devrait être quand même limité sur les marchés. Je vois mal les opérateurs euh, retrouver l'appétit pour le risque juste avant les décisions très attendues de la Fed. Maintenant, les tout derniers indicateurs économiques confortent d'ailleurs le scénario d'un ralentissement économique mondial, puisqu'en Chine, on a eu les indices PMI
officiels qui traduisent quand même une aggravation de la contraction dans le secteur manufacturier comme dans les services. Et en Allemagne, les ventes au détail, elles, ont aussi baissé en mars. Euh, les indices PMI en Chine ont quand même fait état d'une aggravation, comme je vous le disais, de la contraction de l'activité dans le secteur manufacturier, comme dans les services aussi en avril. Conséquence en fait évidente des restrictions sanitaires massives décidées par Pékin pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19. Donc là, pareil, si Pékin allège un peu ces restrictions, ça offrirait un bol d'air pour son économie. Maintenant, Pékin, comme vous le savez, prévoit quand même de soutenir son économie. À l'heure où la Fed, elle, se montre agressive dans sa politique monétaire, Pékin ne prévoit pas de relever les taux, bien au contraire, le gouvernement estime qu'il est nécessaire de soutenir l'économie. Et par conséquent, euh, plusieurs membres du Parti communiste chinois ont rappelé la nécessité de soutenir les marchés en injectant de nouveau des liquidités, à l'heure où la Fed, elle, prévoit une réduction de son bilan à hauteur de 95 milliards de dollars par mois. Maintenant, le principal rendez-vous de la semaine commencera avec la réunion de la Réserve fédérale, qui se tiendra mardi et mercredi. Elle devrait annoncer, mais Jérôme Powell avait spoilé il y a ça 2 semaines, une hausse de taux d'un demi-point pour freiner la hausse des prix. Donc là, pas de surprise, mais ce qui compte, c'est le discours. Voilà, le discours à 20 h. Enfin, on a quand même la Banque d'Angleterre, elle, qui pourrait relever jeudi son taux directeur d'1/4 de point pour la 4e fois. Et enfin, en fin de semaine, on aura le fameux rapport sur l'emploi américain qui sera publié à 14h30. Donc, une semaine très chargée. Bien évidemment, on a toujours une pluie de résultats cette semaine, que ce soit en Europe, un peu moins aux États-Unis, surtout en Europe, mais une semaine très dense, que ce soit en réunion de banque centrale, en indicateurs macro ou en résultats d'entreprise. Concernant la partie macro, effectivement, un début d'année catastrophique pour l'ensemble des indices, notamment, j'ai même envie de dire, surtout aux États-Unis. Autant en Europe, on s'est fait une frayeur avec l'invasion d'Ukraine, on a quand même eu un joli rebond, et derrière, on consolide. Vous voyez quand même que depuis maintenant 3-4 semaines, on est dans un range, il ne se passe pas grand-chose. Autant le Nasdaq se prend une sacrée claque et le S&P 500 lui aussi. Donc là, c'est quand même le pire début d'année pour le S&P 500 depuis 1939. Donc là, on est quand même en chute de quasiment 13,3% pour le S&P. Et le Nasdaq, plus de 20%. Donc le Nasdaq, de nouveau en retour en bear market. Et ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que, pour rappel, le mois d'avril était censé être, enfin, d'après les statistiques, les backtests et les échantillons qu'on a depuis 1950, le mois d'avril est généralement l'un des meilleurs mois pour les indices boursiers américains. Sauf en période où là la performance est très faible, donc sauf en période d'élection de mi-mandat. Donc effectivement, cette année, nous sommes en période d'élection de mi-mandat qui auront lieu dans quelques mois. Et effectivement, le mois d'avril a été très mauvais pour les indices. Le Nasdaq a perdu plus de 13%, l'une de ses pires chutes quand même depuis 2008 et 2000. Donc, ce qui montre quand même que les marchés sont véritablement tendus, très nerveux. On a quand même un environnement économique qui se dégrade, des banquiers centraux qui serrent la vis et par conséquent un manque de liquidité aussi sur les marchés. De ce fait, ça traduit un peu les mauvaises performances qu'on a toujours sur l'ensemble des indices. Après, il y a quand même toujours quelques secteurs qui continuent à tirer leur épingle du jeu, comme le secteur de l'énergie. Mais bon, globalement, effectivement, quand on voit ce début d'année, ça coïncide un peu avec des périodes qui étaient extrêmement tendues sur les marchés.
Et à mon avis, on devrait continuer tout au long de l'année à avoir des marchés tumultueux avec des mouvements brusques et erratiques tant que les banquiers centraux n'auront pas un peu fait marche arrière sur leur politique monétaire ou qu'on ne verra pas enfin un pic de l'inflation atteint pour avoir, pareil, une accalmie euh, sur les rendements obligataires, car là, forcément, pour l'instant, on a quand même une hausse toujours assez impressionnante des rendements obligataires liés aux politiques monétaires que vont adopter les banquiers centraux. Par conséquent, ça plombe littéralement les cryptos, mais aussi les valeurs technologiques. Donc, pareil, si on a un début d'alcalmie sur les rendements obligataires, pareil, ce serait quand même euh, un élément encourageant pour permettre aux indices de reprendre un peu de hauteur. Maintenant, si on décompose un peu le Nasdaq et qu'on regarde un peu les dommages internes, effectivement, l'indice reste extrêmement haussier en échelle logarithmique. Ici, on chute de 20%, ce n'est pas catastrophique, effectivement, on a quand même une correction importante, mais l'indice reste soutenu toujours par les grosses valeurs, notamment Apple qui pèse quand même toujours 3000 milliards de capitalisation boursière, et donc forcément, pour rappel, les Fangman représentent quasiment 50% du Nasdaq. Donc, on n'a pas eu de grosses dégringolades sur ces valeurs, à part Netflix, Amazon. Je trouve que Microsoft, Apple et Alphabet résistent plutôt bien. Nvidia aussi. En début d'année, on a quand même eu Facebook qui a quand même bien fondu. Et Netflix, pour le coup, où là, c'est un couteau qui tombe actuellement. Maintenant, si on décortique un peu le Nasdaq, pour vous montrer qu'on a cette baisse un peu en trompe-l'œil, on perd seulement 20%, on pourrait se dire, bon, finalement, les valeurs tiennent bien, mais on a quand même plus de 45% des actions, ici, en baisse de 50%. 22% des actions en baisse de 75%, et 5% des actions qui composent le Nasdaq en baisse de 90%. Donc là, vraiment, c'est assez frappant de voir que malgré une baisse de seulement, j'ai envie de dire, 20%, on a quand même plus de la moitié, presque de la moitié du Nasdaq, où les actions sont en baisse de 50 et 22% des actions en baisse de 75%. Donc là, pareil, ce qui montre vraiment à quel point les investisseurs boudent et délaissent les valeurs technologiques pour qui l'environnement n'est absolument pas favorable en ce moment, notamment avec le resserrement monétaire et surtout la hausse des rendements obligataires. Et pour retrouver un peu ce schéma-là, pareil, pour faire le point, comme je vous disais en intro, c'est le pire début d'année depuis 1939. Vous voyez qu'on n'avait pas revu un peu ce schéma-là depuis octobre, de novembre 2008 à avril 2009. Ici, ça en prend un peu la même direction. Et pareil, lorsque on était sur la phase des dot-com, l'éclatement de la bulle des dot-com d'octobre 2000 à octobre 2002. Donc là, on a quand même un comportement qui ressemble à celui-là et à celui-là aussi. Ce qui montre effectivement cette nervosité, cette agitation, cette rotation sectorielle très forte qui s'opère depuis le début de l'année euh, sur le Nasdaq euh, et des investisseurs au contraire qui récupèrent des liquidités et qui s'orientent sur des secteurs qui surperforment pardon, comme le secteur de l'énergie et celui des matières premières. Donc pour l'heure, rien ne presse sur le Nasdaq, très clairement, la pression baissière demeure et important toujours d'avoir une poche de liquidité pour profiter effectivement de certaines actions en solde qui pourraient derrière à long terme se reprendre lorsque j'ai envie de dire, on verra un début de lumière au bout du tunnel. Pour l'heure,
je trouve que le Nasdaq reste très clairement sous pression et que selon moi, il est encore un peu tôt, j'estime, pour revenir et accumuler vraiment sur le long terme des valeurs technologiques. À mon avis, on pourrait avoir une année compliquée pour le Nasdaq et ça pourrait durer encore plusieurs mois, cette phase de baisse, avant de repartir. Concernant les indices, avant d'aller sur le Dow Jones, le CAC 40, on a eu un léger flash crack ce matin sur les indices européens, sur pas mal de valeurs, en 15 minutes, sur cette bougie. Donc on a pas mal de mèches sur beaucoup de valeurs, chasse au stop à mon avis, chasse à la liquidité surtout. Comme je vous le disais en introduction, le marché manque un peu de liquidité en ce moment, ça se voit et ça se ressent. Et par conséquent, on a des gros mouvements ici pour venir chasser les stops et récupérer de la liquidité derrière. Donc là, on a eu un flash crack sur le CAC en 15 minutes. Et encore, celui-ci, il était léger. On a quand même eu sur d'autres bourses européennes une chute de 8% en l'espace de quelques minutes avant de remonter. Donc léger flash crack qui pour moi correspond plutôt à de la chasse au stop pour venir récupérer de la liquidité qui manque actuellement sur le marché. Maintenant, sur le CAC 40, le range, toujours le range, belle mèche basse, ça tient comparé aux indices US. Effectivement, la performance du mois d'avril est pas terrible, moins 2%, mais il y a pire ailleurs. On peut se consoler avec notre indice français qui finalement tient bien. Quand je vois que le Nasdaq perd 13%, l'indice européen, moins 2%, c'est pas si pire. Donc, plutôt une bonne chose, un CAC qui surperforme, comme toujours. Donc, je vous le disais, si vous êtes acheteur, allez sur les indices qui surperforment le CAC 40. Si vous êtes vendeur, vendez les indices qui sous-performent, le Nasdaq, clairement. Donc là, pour l'heure, toujours dans un range. Je passe vraiment baissier, comme je vous le disais, si on clôture sous les 6380. Donc là, on a fait une belle mèche et c'est reparti, ça tient. Donc pour l'instant, toujours ce range à trader. Ça va être compliqué de mettre en place des plans swing juste avant la Fed, je trouve. On a une belle remontée. L'idéal, ce serait de venir combler le gap et d'aller chercher la MM50. Donc assez neutre, très clairement, sur l'indice français jusqu'à la Fed. Mercredi. Pour l'heure, on est dans un range et la stratégie, selon moi, reste la même. Des achats en bas et des ventes en haut. Voilà. Donc ici, on a quand même fait un beau marteau. Pour l'heure, ça tient. Mais plutôt de l'intraday. Voilà. L'idéal, je pense que jusqu'à mercredi, ça va être de chercher de l'intraday et d'éviter d'être exposé au marché avant la réunion de la Fed. Où là, tout peut arriver. Gros mouvement haussier comme grosse dégringolade. Bon, sentiment qu'on est quand même dans un micro-range ici en données 4 heures, qu'on a un petit gap au-dessus de la tête à venir combler avec une MM50 4 heures et pareil en DI. Donc pour moi, plutôt envie de chercher des achats, mais de court terme, seulement en intraday pour essayer de prendre quelques mouvements et puis sortir à la fin de la journée et recommencer demain et se montrer un peu et lever le pied à partir de mercredi juste avant la réunion de la Fed. Mais voilà le plan, toujours un range à trader, la borne basse tient, on fait des excès sur mèche, mais c'est la clôture qui compte. Mais pour l'heure, plutôt envie de chercher des achats proches de la borne basse et d'alléger très rapidement, prendre quelques points et revenir plus tard. Et continuer de travailler cette borne basse. Sur le DAX, c'est la même chose. On a ce micro-range. Bon, on a quand même bien repris. Voyons voir la bougie hebdo. On vient taper le bas de nuage en fait. Vous voyez ici on a. Je vais enlever. De toute façon vous le voyez, mais c'est ma zone. On a une zone avec bas de nuage, prisonnier entre Tenkan et Kijun. Phase un peu de neutralité, de range comme toujours. Donc pareil,
Intéressé toujours pour chercher des achats ici et commencer au contraire à évoquer les stratégies vendeuses en cas de cassure de ce niveau. Maintenant, là pour le coup on est plutôt dans un canal baissier. Je vais prolonger mon Fibo. Bon, il se passe pas grand chose sur le DAX, je trouve. Micro range. Voilà, pour moi, il y a un micro range ici à l'intérieur du canal. Pour libérer le potentiel haussier, il faut breaker MM50 14130 pour aller chercher borne haute. Mais là, pour l'heure, j'ai le sentiment qu'on est dans un micro range. Ici, depuis maintenant la semaine dernière. Voilà. 14130 sur excès, 13745. Donc là, à surveiller si on remonte sur les 14130 pour chercher une vente. Effectivement, ça peut être intéressant. Mais micro range à trader. Toujours dans ce bas de canal. Achat en bas, vente en haut. Et là, pour le coup, attention, surveillons la réaction. Le DAX sous-performe le CAC. Très clairement, on le voit, on est dans un canal baissier alors que le CAC, lui, est dans un range. Donc là, comme toujours, plan vendeur, préférable de le mettre sur le DAX. Et effectivement, on a la MM50 de nouveau, on a ce range. Donc, effectivement, si on a un joli signal vendeur ici, eh bien mettre en place une vente avec un stop loss juste ici, au-dessus de ce niveau, et aller chercher milieu de range et bas de range. Et par contre, j'arrêterai de chercher des ventes si on break les 14130. Là, on aura même une sortie de range par le haut. MM 4 heures, MM 54 heures et MM 50 daily seront breakés. Par conséquent, il y aura du potentiel haussier pour aller chercher 200, 300 points un peu plus haut. Donc voilà le plan ce début de semaine. Pareil, de l'intraday jusqu'à la Fed de préférence. Difficile de mettre en place des plans swing, je trouve. Par conséquent, plutôt quelques jours à privilégier autour de l'intraday selon moi. Le Dow Jones. Le Dow Jones, neutre, mais pareil, envie de chercher des achats toujours. Je considère que l'objectif théorique a été atteint du double top. On est quand même sur un gros niveau de support. Et je n'exclus pas un range à venir. Un gros range comme cela. Donc quand je vois où est-ce qu'on se situe, ma foi, si on vient taper le bas du nuage un peu plus bas ici, on peut ouvrir. Bon, voilà, on peut chercher des achats par ici. Mais le sentiment que le marché, je vois mal le marché dégringoler juste avant la Fed. Très clairement. À mon avis, on devrait se stabiliser, peut-être aller chercher le bas du nuage, accélérer un peu plus. Mais si dégringolade il y a, ce sera après les annonces de la Fed. Même si il n'y a pas de grande surprise, on s'attend à une hausse de 50 points de base. Maintenant, ça va être les annonces que va faire Jérôme Powell lors de son discours. Mais pareil, je vois mal le Dow Jones continuer à s'écraser. Là, on a un beau niveau, un bas de range, un bas de nuage. Donc, à la limite, aller chercher 100 points, 200 points plus bas, mais pas plus. Après, avec la Fed, tout est possible derrière. Ça, oui. Mais pour l'heure, un objectif majeur a été atteint. Double top, objectif atteint. On est sur un niveau de support. Plutôt envie de chercher des achats, pareil, proches de ce gros niveau. Mais pour de l'intraday. Pour tenter un rebond en direction des 33 550. Comme je vous disais, si on doit accélérer un peu plus bas, c'est pour venir prendre appui sur l'ancienne borne haute du porte-voix. Ici, on a déjà fait notre premier pullback, une fois, deux fois.
Donc effectivement, ici, je suis vraiment intéressé pour chercher des achats. C'est ma zone idéale et c'est le bas de range. Vous voyez, on reviendrait taper le bas du nuage. Là, on n'y est pas vraiment. Ici, on est amené à accélérer par ici. Hop, on serait proche du bas du nuage. Et Chikou, elle, en perspective, viendrait taper aussi, à mon avis, pas très loin. Mais on viendrait taper ce haut de nuage. Donc là, on a quand même une belle zone. Et c'est la zone que je surveille pour tenter un achat. Un unique achat sur ce niveau-là. Voilà. Si on doit avoir un gros rebond, à mon avis, ce sera par ici. Tant que ce niveau tient, je vais chercher des achats. Derrière, si ce niveau est amené à casser, là pour le coup, il faudra chercher des ventes. Mais pour l'heure, plutôt un biais haussier de court terme sur le Dow Jones. Là, on n'est pas sur un niveau très pertinent. Voilà, l'idéal pour moi, c'est la zone 32 600, 32 400. Voilà la zone clé à surveiller cette semaine si on a une poursuite de la baisse. Maintenant, on donnait 4 heures. Bon, pas grand chose. Celles et ceux qui ont vendu ici la deuxième zone la dernière fois, eh bien, je vous disais stop loss au-dessus de la zone. Parfaitement fonctionné. J'espère que vous avez pris des bénéfices. Et à très court terme, assez neutre. Voilà, on a un micro range. Je vous disais vendredi effectivement qu'on avait ce range de consolidation sorti par le haut. On est venu taper la zone. Et derrière, on est retombé. Et pour l'instant, assez neutre. Voilà. Le Dow Jones consolide dans un micro range ici. Bon, surveillons la cassure, ça peut donner potentiellement un petit trade intéressant de court terme. Et maintenant, l'idéal selon moi, ce serait un retour sur ce bas de zone. L'euro-dollar. Après une semaine catastrophique, la semaine dernière, plongeons quand même de quasiment 2,5%. C'est beaucoup pour une paire de devises. Mais on est sur zone. Zone mensuelle. Et vous connaissez mon plan, je m'attends à un rebond sur cette zone. C'est un niveau clé, c'est un niveau majeur. On est très éloigné de notre Tenkan, ce qui montre quand même qu'on est vraiment en situation de survente. Et là, j'ai très envie de mettre en place un plan de trading. Avec un stop loss juste ici. On est aussi très éloigné de notre Tenkan ici. Bon, on a validé une petite divergence 4 heures, il me semble. J'étais absent vendredi, alors je sais pas. Elle s'est validée vendredi matin. Il y avait une petite divergence ici, très légère, je le reconnais. Mince. Voilà, petite divergence. Pas grand chose, elle est vraiment très légère, mais ça a permis de marquer la fin de la baisse. Effectivement, c'était le premier signal encourageant et j'ai bien envie de tenter, juste avant la Fed, un plan acheteur sur cette paire et maintenant voir si on a suffisamment de marge, eh bien on mettra tout de suite ABE. Et si au contraire on n'a pas de marge suffisante, on coupera le trade. Mais là pour le coup, voilà, j'ai envie de mettre en place un plan de trading, un stop loss sous la zone, sous les 1,0450 et comme objectif toujours viser ce niveau et en TP2 ce sera ici. Donc voilà, on est sur un bon niveau, une belle zone. J'ai envie de tenter un plan de trading sur ce niveau mensuel avant la Fed. Et comme je vous le disais, j'espère qu'on aura suffisamment de marge pour se protéger, mettre ABE et viser derrière, si on part dans le bon sens, les différents niveaux. Car évidemment, tout le monde s'attend à une hausse d'un demi-point de base. Ça a été pricé. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. Et
Et c'est un peu cette idée-là que j'ai en me disant, c'est pricé, et je verrais bien l'euro rebondir après les déclarations de Jerome Powell. Là, on était vraiment dans un pessimisme ambiant, je trouve, sur les marchés, euh, suite un peu au spoil qu'on a eu de Jerome Powell derrière. Donc complètement pricé pour moi cette hausse de taux. Par conséquent, je verrais bien un rebond de l'euro. Ouais, typiquement, vraiment le scénario, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc là, l'euro qui pourrait être amené à rebondir. Donc voilà pourquoi j'ai envie de mettre en place un plan haussier sur cette paire. Le GBP/USD, c'est pareil. Après une dégringolade de 600 pips en ligne droite, on a la réunion de la BOJ jeudi, et pour le coup, ce serait dans la même idée. Je pense qu'on peut avoir enfin un rebond technique sur cette paire. Bien évidemment, la zone idéale, c'est un peu plus bas. C'est les 1,21, 40, 1,21, 50, 1,21. Là, c'est la zone parfaite pour tenter un achat. Maintenant, on pourrait se faire un rebond sur le bas de nuage, ici, donc aller chercher les 1,2675. Je vise surtout un rebond technique, pas plus, ni plus ni moins. Là, pareil, je trouve qu'on est quand même en pleine accélération. On est venu taper un niveau clé. Ce bas de nuage, on est sur une petite zone intermédiaire. Avec les mèches ici, là, une petite zone. Je vais enlever l'Ishimoku. Mais ici, on voit qu'on a une zone quand même de prix intermédiaire. C'est pas la plus belle. Si j'arrive à la prendre correctement. Voilà. Ici, sur mèche, cassure, pullback, on parvient pas, on casse, on bloque, tac tac, ici c'est travaillé. Donc on a une zone très intéressante à travailler à l'achat. Si cette zone cède, effectivement, j'attendrai plus bas. La zone mensuelle à 1,2150, 1,21. Juste ici. 1,2150, 1,2080 à peu près. C'est une zone mensuelle assez large, mais pour moi, voilà, on a une très belle zone un peu plus bas. Je la tracerai un peu mieux pour demain, mais c'est ici. Donc là, c'est la zone qui va m'intéresser pour chercher des achats si on tombe vraiment et qu'on casse cette zone. Maintenant, là, j'ai un petit niveau intermédiaire et j'ai envie de le tenter aussi. Après une forte dégringolade, j'ai enfin, vous voyez, un signal haussier. Un avalement haussier sur une zone intermédiaire. Donc là, pour le coup, pareil. Ce qui m'embête, c'est le stop loss qui est pas terrible. Effectivement, on n'a pas un ratio extraordinaire, je trouve. Mais ça peut se tenter. Pour aller chercher au moins en TP1 ici, et en TP2, je vise un pullback sur la borne basse de ce canal. Voilà. Un rebond technique. Voilà le plan sur cette paire. Là, j'estime qu'on a eu un changement de retournement. J'arrête d'être baissier. Je repasserai baissier si on casse cette zone. Mais pour l'heure, voilà, j'estime qu'un rebond technique pourrait se mettre en place après une telle chute. Et donc viser en TP1 et TP2. USD Yen, pareil, une paire qui m'a l'air de s'envoler un peu trop. J'ai un gros niveau qui m'intéresse, c'est les 132,25. Bon, ça doit être un niveau mensuel parce qu'il faut remonter assez loin. Mais effectivement, 132,25, je l'avais noté, mais c'est un gros niveau mensuel hebdomadaire. En tout cas, c'est ma zone de résistance. Là, on a notre zone de support maintenant. Rappelez-vous, voilà, on avait une très très grosse zone. On l'a breaké ici. On s'est envolé. Vous voyez qu'on est en surachat total sur cette paire. Et je m'attends à un repli maintenant. Je m'attends à un repli, pareil. Et ce qui va m'intéresser, c'est la divergence. Encore une fois. Donc là, pareil, la BOJ garde une politique monétaire
ultra accommodante, donc ça affaiblit le yen japonais, et la Fed adopte tout l'inverse, une politique monétaire ultra agressive, donc ça renforce le dollar. Effectivement, ça se voit sur les cours derrière. Maintenant, je vise pas un retournement de marché, je vise un repli. Je trouve que la paire est montée un peu haut, un peu vite, un peu fort comme d'habitude, et que les excès engendrent des excès. Par conséquent, un repli de marché sur notre zone mensuelle est envisageable. On a une belle divergence ici qui est en train de se former. Il ne manque pas grand chose pour la valider. Proche d'une résistance. Et donc là, pareil, le stop loss à placer au-dessus pour viser la zone mensuelle. Là, je ne suis même pas dans le retracement de 50% de Fibonacci, je n'y crois pas. Juste me dire, on a une zone mensuelle ici qui a été breakée, viser un repli sur cette zone. Voilà. Donc, voilà le plan qui m'intéresse très clairement. Et j'attends juste confirmation de la divergence. On a un léger canal haussier qui est en train de se mettre en place ici. Ce serait bien que ça casse, mais la divergence sera validée avant. Et je crois que c'est dans donné 1 heure ou 15 minutes. Et on pourrait faire un peu cette correction en ABC. A, B, C. Et dans ce cas-là, valider notre divergence derrière. Donc un plan à surveiller, pour moi c'est le plan de la semaine sur l'USD Yen. La divergence pour viser un retour sur zone mensuelle. Voilà. Donc ici on avait déjà une très belle divergence. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné cette première divergence. Et peut-être que la deuxième pourrait offrir un plan swing pour le coup, pour aller chercher quasiment 400 pips sur cette paire. Donc pareil, à mon avis, le flux directionnel sera déclenché après la Fed. Mais si on peut tenter une vente sur cette paire et avoir une marge de manœuvre suffisante pour se mettre à bas juste avant la Fed, ce serait idéal. Le gold qui était bien parti, j'étais satisfait du comportement des prix, et puis vendredi c'est complètement retombé. On manque de liquidité sur le gold, pourtant les indices chutent, on a une aversion au risque qui devrait profiter quand même aux métaux précieux, malheureusement ça ne veut pas. Les rendements obligataires qui ont quand même grimpé en fin de semaine, proche des 3%, le taux 10 ans américain on est à 2,95, donc ça aussi ça a peut-être freiné la hausse du gold. En tout cas la divergence a fonctionné, pour le coup c'était le plan que je vous disais de surveiller. Cette divergence haussière 4 heures qui a été validée ici. Et derrière, on a quand même eu une belle. Plutôt pour les traders de court terme, maintenant c'est retombé. Donc celles et ceux qui ont payé les divergences, malheureusement j'étais absent vendredi donc j'ai pas pu faire le suivi. Mais vous voyez, on est venu taper 38,2 MM50, c'est retombé. Donc plutôt du trading que de l'investissement. Et du swing, là on était vraiment dans un plan court terme. Je voyais la remontée au-dessus des 1910, je voyais une bonne chose en tout cas pour le gold, malheureusement ça retombe, la divergence s'invalide du coup, et ça me paraît pareil compliqué. Donc là on est juste de nouveau au retour sur la borne basse de ce biseau. Et la clôture hebdo était correcte, on avait ajusté notre range, maintenant ce qui va m'intéresser c'est ça, cette semaine. Vous voyez, notre RSI qui soutenait les cours depuis un an. Ici, je vais zoomer. Voilà. Et donc là, on est en train de casser mon oblique. Donc ça me dérange. Là, on était quand même bien soutenu. Sauf si je réajuste un peu plus bas. À la limite, je pourrais faire ça, réajuster. Effectivement, on est pile poil dessus. Bon, en tout cas, il ne faut pas qu'on clôture sous les 1800, 1880. C'est le pivot. Sinon, derrière, comme je vous disais, on attendra un peu plus bas pour venir prendre appui sur oblique haussière et MM50. Donc zone 1850, 1840. C'est ce niveau-là qui va m'intéresser derrière.
Pour l'heure, je trouve que ça se dégrade. Les prix étaient soutenus par le RSI. Donc effectivement, si je prends ce creux-là, c'est encore bon. Si j'essaye de lier un peu les deux creux, c'est limite. Donc tout va dépendre de la clôture, mais effectivement, ça se dégrade un peu sur l'once d'or, je trouve, techniquement. Là, il reste pas grand-chose. On tente un peu de s'accrocher aux branches. Et c'est la borne basse de ce biseau, qui pour moi est toujours valable. Mais si derrière on est amené à accélérer, je laisse tomber ce biseau. Et on partira sur une correction en A, B, C. Et donc notre point C, ce sera MM50, MM200, oblique haussière. Voilà le plan sur le gold à moyen long terme, 1840-1850, plutôt 1830-1840. Mais là, à court terme, pour l'instant, je reste à l'écart. Voilà. En fin de semaine, c'était encourageant. Finalement, ça retombe complètement. Et j'ai toujours pas de signal haussier dans tous les cas sur mes niveaux actuels. Voilà. Ça corrige. C'est baissier. Aucun signal haussier en 4 heures en daily. Donc, rien à faire pour l'heure sur ce marché. Le Brent, on surveille toujours. On surveille toujours notre Brent et son triangle. Après, comme je vous le disais, plus on s'approche de l'apex, plus il y a de chances que ça dysfonctionne. Donc là, je vais réajuster. Voilà. Essayer de caler une droite en reliant un maximum de points de contact. Donc là, ça me paraît pas mal, effectivement, celle-là. Hop, je réajuste mon graphique. Donc effectivement, hein, en grosse figure de consolidation, comme toujours. J'espère une sortie par le bas, très clairement, ce serait préférable. Parce que si on a une flambée des prix des matières premières, ça risque quand même d'être compliqué à gérer l'inflation derrière. Donc ça, ce serait vraiment un bol d'air pour les marchés si on avait une sortie par le bas de ce triangle. Et derrière, on aurait sûrement un pic de l'inflation au mois d'avril. Maintenant, d'un point de vue trading, rien à ajouter. Depuis la semaine dernière, j'ai pas envie de me prendre les pieds dans le tapis, d'anticiper ce mouvement à venir. On est dans une grosse phase de consolidation. De ce fait, il faut attendre la sortie, la rupture de ce triangle pour se positionner. Et là, on aura véritablement un gros swing trade à gérer derrière. Mais comme je vous le disais, les amplitudes sont de plus en plus faibles, on manque de volatilité, on n'a pas de gros mouvements, pas envie d'anticiper, me dire bon je vends, j'anticipe une sortie par le bas, j'achète, j'anticipe une sortie par le haut. Je trouve que voilà, ça, on est en dents de scie actuellement, on monte, on retombe, ça consolide. Donc il faut attendre tranquillement la fin de la phase de stabilisation, et une fois qu'on aura le signal, on pourra se positionner pour mettre en place un plan swing. Mais pour l'heure, je surveille comme vous le marché, mais j'attendrai un signal clair. Là c'est pareil, je pense que je vais réajuster mon oblique. La structure sur le WTI est pas aussi propre que sur le Brent, très clairement. Je préfère vraiment le Brent au WTI. Là, je vais partir du principe qu'on est dans un triangle descendant. Je pense qu'il faut réajuster ce triangle. En prenant les mèches.
Mais pareil, je reste à l'écart, mais plus focus sur le Brent. Euh, je vais partir du principe qu'on est dans un triangle descendant pour l'instant. Il y a aussi la solution de range. Mais le fait qu'on bute de nouveau sur cet oblique, une nouvelle fois, euh, j'ai plutôt envie de partir dans un triangle descendant. Pareil, consolidation comme toujours. Pour l'heure, rien à faire. Je vais réajuster. Voilà. Pour l'heure, pas grand chose à faire, comme sur le Brent. Peut-être que certains ont tenté une vente vendredi ici, effectivement. Pour le coup, ça peut être intéressant, mais comme je vous le disais, autant revenir un peu plus tard. Voilà. Pour moi, dans une grosse phase de consolidation, j'ai vraiment pas envie de me prendre des portes de saloon sur le Brent. On a une belle figure de consolidation. Allons sur des actifs où on a un peu plus d'action, où on a plus de visibilité. Et puis on reviendra sur le Brent lorsque ce sera son moment de gloire. Voilà. Et pour l'heure, patience. Comme toujours en trading, la patience finira par porter ses fruits. Les cryptos, bon là, il n'y a strictement rien à faire. C'est l'hécatombe. Enfin, on a un gros manque de volatilité. Le mois d'avril est censé être un très bon mois pour les cryptos. Encore une fois, le marché aime contredire les statistiques. Mauvais mois pour la crypto, pour le BTC, moins 17%. Bon, on voit qu'on a un gros range ici qui est en train de se mettre en place en données mensuelles. Et notre bas de canal est pas loin. Donc mauvais mois pour les cryptos. On a la Fed de nouveau. On a la Fed de nouveau mercredi. Tout peut se passer. Est-ce que là certains réajustent en prenant les mèches? Pas évident, mais je trouve que pareil, on manque de flux, on manque d'action, il y a peu de volume, il se passe pas grand chose. Moi je trouve que ça se dégrade. J'avais mis cet oblique là, on est repassé sous l'oblique. Bon, certains veulent donner un dernier espoir en prenant les deux mèches ici, pourquoi pas. Pourquoi pas et retracer un nouveau canal haussier. Bon, ce serait le plan peut-être à adopter. Un nouveau plan ici. Si je coupe. Tac. On l'aura ajusté de nombreuses fois cet oblique. À la base, elle était comme cela. Ensuite ici, ensuite là. Bon, on trouve ce qu'on peut pour se réconforter, je trouve. Effectivement, on a un petit niveau ici pertinent. Bon, vous connaissez maintenant moi, les zones qui m'intéressent. Elles sont un peu plus basses. Voilà, on est dans un gros range. Donc venir taper un peu plus bas, effectivement, on est toujours dans ce canal. On va réajuster. J'ai mes 3 points de contact en haut, 2 points, quasiment 3 points de contact en bas. Maintenant, attendons de voir. Voilà, si ça cède ici, pour l'instant, je reste à l'écart, très clairement, pas de plan de trading. J'attendrai la Fed. Si ça cède, je serai intéressé pour acheter du BTC par là. Pour mettre en place un plan ici. On a un petit niveau intermédiaire, effectivement, on ne va pas le négliger. Hein. On voit ici, c'est travaillé, c'est travaillé. Si ça tient, pourquoi pas placer un ordre d'achat. Le stop loss est vraiment pas cher. Pour l'heure, j'ai pas de signal haussier. J'attendrai la Fed personnellement. Si après la Fed, on casse ce niveau, on accélère, bon, bah, ma zone qui va m'intéresser sera 34 000, 35 000.
Mais pour l'instant, en données 4 heures, c'est un peu timide. Voilà. Je préfère rater une partie du mouvement, mais au moins me dire qu'on a un début de reprise haussière. Pour l'heure, vous voyez, en données 4 heures, on n'a rien du tout. C'est baissier. C'est baissier, pas de signal. On a juste réajusté effectivement cette oblique basse. On est quasiment venu la chercher. Donc maintenant, j'attends de voir si on a une réaction du marché. Mais à mon avis, comme je vous le disais juste avant la Fed, je vois mal le marché prendre 4-5% ou pareil, baisser de 4-5%. Voilà. Pour moi, s'il y a du flux, il faudra revenir mercredi soir, une fois que les opérateurs auront digéré les annonces de la Fed. Pareil, pour l'Ethereum, ça se dégrade malheureusement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On avait une belle zone, là on casse, on fait le pullback, ça prend pas. Bon, très honnêtement, je suis pas fan de la structure. Autant vendredi, c'était encore bon, et puis là on a cassé, fait le pullback, on fonçait la zone. Je suis pas fan de la configuration qu'on est en train de prendre. Je reverrai ma copie si on réintègre d'ici mercredi les 2930. Effectivement, si ça repasse au-dessus, je dirais ok. Mais là, la clôture mensuelle est pas belle. La clôture mensuelle est vraiment pas belle. Et je serais pas étonné qu'on revienne un peu plus bas. Voilà, une clôture mensuelle pas terrible, une clôture hebdo, bon, ça va, mais alors, on est en train de casser notre haut de canal, ça c'est notre bas de canal, c'est vraiment dommage. Donc là, il y a une certaine fragilité. Voilà, on est en train de casser la dynamique positive qu'on avait réussi à instaurer au cours des dernières semaines. On était sur un niveau clé, et là on casse ce niveau. Voilà, je trouve qu'il y a une dégradation à court terme. Peut-être que c'est un bear trap, c'est pas impossible. Dans ce cas-là, on aura la confirmation mercredi. Si on repasse au-dessus, je reverrai ma copie, mais pour l'heure, je trouve qu'on est sur une sortie par le bas d'un canal baissier avec un pullback. Par conséquent, l'idéal, selon moi, serait d'attendre la deuxième zone, un peu plus bas. Donc là, on fera le point surtout mercredi. Mais pour l'heure, les cryptos, je reste à l'écart jusqu'à mercredi. À mon avis, on ne devrait pas avoir de gros mouvements. Et on aura plus de visibilité après la Fed. Et donc, on pourra revenir un peu plus sereinement sur ce marché juste après Jérôme Powell. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.